Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lueur, cette nouvelle émission d'entretien long format avec des intellectuels, des chercheurs, des experts, des expertes, des personnes qui tentent de penser le monde de demain, qui tentent d'allumer des lueurs dans la pensée, pourrait-on dire. On est accueillis ici dans le cadre du festival Frames au Théâtre du Chêne Noir et festival qu'on remercie pour leur accueil et pour ce décor merveilleux. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir, l'honneur d'être accompagné par celui qui, il y a quelques années déjà, a été l'un des membres du jury de ma thèse, Loïc Blondiot. Bonjour. Bonjour Clément. Loïc, est-ce que, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Alors oui, je suis professeur de sciences politiques à la Sorbonne, à l'Université Paris 1. Je suis chercheur et une de mes caractéristiques, c'est d'accompagner pas mal d'expériences, d'initiatives citoyennes. Et j'ai par exemple accompagné la Convention citoyenne pour le climat, où je suis membre de la Commission nationale du débat public. J'aime bien mettre les mains un peu dans le cambouis. Tu es un des spécialistes français de la démocratie, et plus précisément de la démocratie participative, on peut dire cela? Oui, à condition de ne pas s'attacher trop au mot démocratie participative, qui est un mot piégeux comme le mot démocratie. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ma première question, rentrons d'ores et déjà dans le vif du sujet. Elle est aussi simple qu'elle est impossible. Loïc, est-ce que, d'après toi, on peut dire aujourd'hui qu'en France, nous vivons dans un régime démocratique? Je pense qu'il est impossible de répondre par oui ou par non. Ce serait à mon avis, impensable de faire ça. On n'est pas en démocratie si on regarde l'idéal démocratique. Si on se dit que la démocratie, c'est ce régime où chaque citoyen a la possibilité d'influencer les décisions collectives, très clairement aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est loin de la démocratie. Si on définit par démocratie le régime du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, bon, on peut se poser d'infinies questions sur par le peuple, pour le peuple. Par contre, c'est un gouvernement du peuple, ça c'est clair. Mais nous vivons une sorte de variante de la démocratie. Nous vivons dans une forme de variante qui est la démocratie représentative, qui est un régime très très paradoxal, qui est né à la fin du XVIIIe siècle, donc il y a assez longtemps, et qui a été inventé par des gens qui n'aimaient pas la démocratie et qui ne voulaient pas du tout obéir finalement à l'idéal qu'avaient défini les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire cette possibilité pour n'importe qui de participer au pouvoir. Les gens qui ont créé notre démocratie représentative ont voulu que les citoyens effectivement soient souverains, mais de manière purement théorique, mais qu'ils soient gouvernés par des gens à la hauteur, des gens suffisamment compétents, suffisamment vertueux pour bien gouverner. Donc on est dans une sorte de dilemme aujourd'hui, dans une sorte de paradoxe. On se réclame de la démocratie alors que nous sommes très éloignés des idéaux originels de la démocratie. En fait, la réponse que tu fais, elle est déjà passionnante. En fait, moi, je trouve que poser cette question et voir s'entendre répondre finalement aussi clairement, c'est trop compliqué de répondre par oui ou par non. Ça me semble passionnant pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie s'impose comme une évidence. D'ailleurs, peut-être de moins en moins. Peut-être cette évidence est-elle de plus en plus remise en question. Mais pendant longtemps, nous apprenons que la France est une démocratie, point. On parle de démocratie occidentale, point. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est dans nos manuels d'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question démocratique, et c'est pour ça que je voulais que nous en fassions notre première émission, elle est fascinante parce que j'ai le sentiment que, et tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai le sentiment que la population est clivée entre, d'une part, celles et ceux qui n'interrogent pas ce concept, l'acceptent encore comme une évidence, comme une donnée, et puis celles et ceux qui le rejettent brutalement. Et ce que je vois, moi, pour intervenir souvent dans les médias, c'est que par raccourci de parole, j'ai tendance à dire dans nos démocraties, dans notre démocratie, et immédiatement, quand on dit ça dans une vidéo, on a en commentaire, c'est presque le premier commentaire, ça n'est pas vrai, nous ne vivons pas en démocratie. Ouais. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant entre cette évidence pour les uns et cette imposture pour les autres, et entendre quelqu'un comme toi donner du crédit finalement au fait que cette interrogation à minima se pose,
proposes, je trouve que c'est déjà passionnant. Est-ce qu'on pourrait revenir sur, parce que tu viens de l'évoquer, sur cette naissance de la démocratie? Est-ce qu'on peut dire, comme le dit Jacques Rancière, et comme toi tu l'ébauches un peu, est-ce qu'on peut dire qu'en effet, à la base de l'invention du régime que nous qualifions aujourd'hui de démocratique, il y a profondément une haine du peuple? Très clairement. En tout cas, peut-être pas une haine, mais une défiance. Le peuple est toujours jugé susceptible de remettre en cause l'ordre, de remettre en cause le droit de propriété. Le peuple, c'est effectivement quelque chose dont les dirigeants, les gouvernants, les élites se sont toujours défiés. Et pour lesquels le peuple n'a jamais été suffisamment rationnel. Il y a ce fantasme d'un peuple irrationnel qui est capable d'être séduit par les démagogues. Il y a une défiance à l'égard du peuple qui est constitutive de cette forme de gouvernement. Et c'est une forme très paradoxale parce qu'elle emprunte à la démocratie certains éléments, et notamment, par exemple, le fait que nous sommes jugés suffisamment compétents pour désigner les gens qui vont nous gouverner, et nous sommes vus à égalité, ce qui est une fiction, parce que nous ne sommes pas tous aussi éclairés. C'est-à-dire que cette fiction d'un homme, une voix, c'est une fiction qui est éminemment démocratique. Celui qui a bac plus 15, celui qui n'a pas fait d'études, celui qui s'intéresse beaucoup à la vie politique. Pourquoi tu parles d'une fiction? Parce que dans l'isoloir, c'est bien un homme, une voix. Oui, absolument. Mais c'est une fiction qui a été institutionnalisée. Dans la réalité, les gens ont des différentiels de pouvoir, ont des différentiels de reconnaissance, ont des différentiels de statut, mais sont mis à égalité au moment de l'élection. Ça, c'est l'élément démocratique de ce régime. Mais ce régime n'est pas du tout démocratique au regard de la possibilité que toi ou moi ayons de participer au processus de décision. Si on prend au sérieux l'étymologie de la démocratie, le pouvoir du démos, nous devrions pouvoir avoir une influence réelle, au-delà de l'élection, sur ce processus de décision et sur les choix qui sont faits en notre nom. En fait, cette démocratie, elle s'appuie sur deux réalités, la démocratie et la représentation. Et la représentation, c'est une autre fiction. Cette fiction qui veut qu'une fois que j'ai désigné quelqu'un, une fois que je l'ai élu, il peut se substituer à moi, parler à ma place, sans nécessairement avoir à m'écouter. Cette fiction, elle est d'origine théologique, c'est-à-dire que c'est comme si le peuple était présent dans la personne de celui qui représente, de celui qui gouverne. Il y a quelque chose de religieux, il y a quelque chose de très archaïque derrière cette fiction de la représentation. Et tu l'as dit toi-même, cette fiction, elle fonctionne de moins en moins bien. Elle produit de moins en moins de croyances. Les gens y croient de moins en moins. Les gens acceptent de moins en moins de déléguer finalement leur volonté, de déléguer leurs paroles, de déléguer leur pouvoir à quelqu'un qui ne vit pas comme eux et qui n'est pas eux d'un certain point de vue. Donc on vit peut-être un moment historique, un moment de transformation très profonde dans lequel cette fiction de la représentation, qui est juridique, théologique, cette idée que les gouvernants parlent au nom du peuple et à la place du peuple, cette fiction, elle est remise en cause de partout, les gens n'y croient plus, et si elle n'y croit plus, c'est le régime qui risque de s'effondrer, bien évidemment. Là, il y a un mot que tu prononces qui effectivement me semble capital, et je suspectais pas que ce soit quelque chose que tu puisses assumer aussi clairement, c'est le mot de contenu théologique de la démocratie. Ouais. Effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps frappé et dont j'ai pas été sûr de pouvoir le penser, qui est le fait qu'au fond, ce que nous identifions comme démocratie repose en effet sur des fictions. Bon, voilà. La fiction que, déjà, la première fiction, c'est que les voix de la majorité des citoyens, c'est les voix des Françaises et des Français. Alors que non, ce que pense la majorité, ce n'est pas exactement la même chose. La fiction que voter pour un nom lors d'une élection, c'est consentir à tout le programme qu'il y a derrière. Absolument. Alors qu'on voit bien que c'est évidemment beaucoup plus compliqué et qu'on peut, par stratégie, par défaut, par dépit, être amené à voter pour un nom tout en refusant une partie, sinon même la majorité de la plateforme. Donc on voit bien qu'il y a des fictions qui sont à la base de ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Et moi, quelque chose en lequel on croit alors que ces bases, ces fondements sont fictionnels, qu'ils sont invérifiables, j'aurais tendance par malice à appeler ça une religion. Et c'est la question que je me posais, c'est est-ce qu'au fond, de la même manière que certains analysent aujourd'hui le libéralisme économique comme une authentique religion, avec ses déités, notamment la fameuse main invisible du marché, est-ce qu'on ne peut pas analyser aujourd'hui la démocratie comme la grande religion populaire
populaire, avec là aussi sa déité qui est la représentation du peuple. On peut voir les deux aspects derrière cette fiction, derrière. C'est aussi un horizon, c'est-à-dire que c'est un horizon qu'on pourrait qualifier de régulateur, qu'on cherche à atteindre. C'est-à-dire, évidemment que la démocratie n'existe pas ici et maintenant, voire même elle n'a jamais existé nulle part. Mais parce que des gens y croient, parce que des gens ont lutté pour cet idéal, ils ont lutté pour que chacun soit reconnu comme égal, ils ont lutté pour le droit de vote, ils ont lutté, ça a fait avancer les choses. C'est-à-dire que oui, c'est une fiction qui n'a pas de matérialisation parfaite dans la réalité, et il faudra qu'on se dise aujourd'hui qu'on est en train de régresser. C'est-à-dire si on imagine la démocratie comme un idéal et tous les États aujourd'hui comme des approximations de cet idéal, avec des États qui en sont totalement éloignés et des États qui en sont un peu plus proches. Tout le monde pourra reconnaître que la Suisse est un pays plus démocratique que la Corée du Nord. Et puis après, on peut élaborer un classement à partir de ça. Le danger, c'est que cet idéal qui, par exemple, contraignait nos gouvernants à ne pas faire n'importe quoi, qui amenait des citoyens à s'engager dans la vie publique parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient changer les choses. Bon, si ni les gouvernants, ni les élites, ni les citoyens n'y croient plus à cet idéal, eh ben, on se retrouve totalement désemparé. Donc, quelque part, on a besoin de ces fictions. On a besoin de ces fictions pour agir. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le désenchantement démocratique, ou en tout cas la perte de croyance, elle est à la fois chez nos gouvernants qui jouent avec la vérité, qui jouent avec les règles, qui considèrent par exemple que la morale n'est plus un enjeu en politique et que tous les coups sont permis. Et nos citoyens, qu'on accuse aussi de se désintéresser, mais ils ont été tellement déçus. On leur a tellement démontré que leur influence était faible, même s'ils manifestaient dans la rue par centaines de milliers, même s'ils se mobilisaient, même s'ils changeaient leur bulletin de vote. C'est-à-dire que dans le désenchantement démocratique contemporain, il y a l'idée que quel que soit le vote que je mets dans l'urne, c'est la même politique qui sera menée. Il n'y a rien de plus mortel pour la démocratie. Là, il y a une vraie perte d'illusion. Et quelque part, c'est dommage. Quelque part, c'est dommage. Parce que se dire, on n'est pas en démocratie, personne ne veut qu'on le soit, je pense que ça nous prépare pour le pire, d'un certain point de vue. Si d'un certain point de vue, tout se vaut. C'est-à-dire, si ceux qui parlent de démocratie et qui se considèrent comme des démocrates n'en sont pas, si certains revendiquent le fait d'être les seuls. En démocratie, il y a une définition possible de la démocratie qu'on peut utiliser. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais c'est aussi une manière de coexister sans s'entretuer et en se reconnaissant les uns et les autres comme des adversaires légitimes. Si on arrive dans un État où l'autre n'est plus un adversaire légitime, si l'autre est suspecté de mentir, d'être menaçant pour soi-même, à ce moment-là, le pire est le plus probable. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a une origine théologico-juridique à cette vision de la représentation. La démocratie, c'est un mythe. C'est le mythe fondateur de nos sociétés, de manière très paradoxale, alors même qu'historiquement, finalement, ça n'a pas toujours été le cas, que la démocratie était considérée comme le pire des régimes, y compris sous la Révolution française ou sous la Révolution américaine, par la plupart des acteurs. Donc, personne n'en voulait, et puis finalement, nous avons voulu accepter la démocratie, mais je crois qu'on ne peut pas se passer de ce mythe. D'un certain point de vue. Si on a, depuis tout à l'heure, on emploie le mot de démocratie, d'idéal démocratique, on n'a pas pris le temps de le définir. Et moi, il me semble qu'il y a deux contenus dans le mot de démocratie. Il y a un premier contenu qui est celui auquel tu es très attaché et dont tu parles au fond depuis le début de cet entretien, c'est la souveraineté populaire. Bien sûr. C'est l'idée qu'il n'y a pas de démocratie si le peuple ne décide pas, si le peuple n'est pas maître de son propre avenir. Voilà. Il y a aussi, me semble-t-il, un autre pilier, peut-être le second et le seul autre pilier de la démocratie, qui est l'idée d'état de droit. Ouais, qui est l'idée que la démocratie protège les droits fondamentaux de ses citoyennes et de ses citoyens. Et j'ai l'impression que
jusqu'à il y a peu, et peut-être, sans doute encore aujourd'hui, au moins dans une certaine mesure, si la souveraineté populaire ressemble, comme tu l'as dit, à un idéal régulateur, alors c'est là où la question, c'est comment on le considère. Est-ce qu'on le considère aujourd'hui comme une fiction, une religion? On se dit qu'on se laisse berner et qu'on nous ment? Ou est-ce qu'on se dit que, bon, peut-être, certes, n'y sommes-nous pas encore, mais peut-on le construire à l'avenir? Et c'est une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure dans l'entretien. Mais à minima, il y avait la question de l'état de droit. Et c'est ce qui autorisait Emmanuel Macron, quand on lui disait « mais tout de même, la France n'est-elle pas autoritaire ?» à répondre « écoutez, la France n'est pas une démocratie, regardez la Corée du Nord. » Et ça, sans nul doute, les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens sont moins respectés en Corée du Nord, qui est un régime totalitaire, qu'en France. Est-ce que tu as le sentiment qu'on peut toujours dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut au moins se retrancher là-dessus, se dire que si nous n'avons pas la souveraineté populaire, à minima, il y a l'état de droit, il y a les droits fondamentaux des citoyennes ou des citoyens? Ou est-ce que tu as l'impression que même cela, ça a été abîmé ces dernières années? Très clairement. Très clairement, tu as tout à fait raison de rappeler ces deux dimensions qui sont fondamentales. Il y en a une troisième, sur laquelle je reviendrai quand même. Il y en a une troisième qui n'est pas de même nature, mais bon, sur laquelle j'insisterai. Mais oui, cette dimension de ce qu'on appelle la démocratie libérale, libérale au sens fort du terme, c'est-à-dire qui protège les libertés individuelles et collectives, qui nous autorise à manifester, à exprimer notre opinion, à contester ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. Cette démocratie libérale, elle n'est démocratique que parce qu'elle tolère face à elle la contestation citoyenne, ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. Si elle ne la tolère plus, cette démocratie institutionnelle, celle qui est fondée sur l'élection et qui, dans laquelle des élus gouvernent à notre place et en notre nom. Si elle ne la tolère plus, ça devient extrêmement compliqué. Il devient très compliqué de dire que nous sommes encore en démocratie. Pour l'instant, nous sommes encore. On peut faire cette émission. Nous ne sommes pas poursuivis pour délit d'opinion, mais depuis quelque temps, depuis quelques décennies, on peut dater ça du début du XXIe siècle, des attentats du 11 septembre, le prétexte de l'urgence, le prétexte de la lutte contre le terrorisme, le prétexte de la sécurité nationale a autorisé les gouvernants en France, mais un peu partout ailleurs, on n'est pas les seuls à rogner sur nos libertés. Et à rogner sur nos libertés sans que nous réagissions véritablement. J'utilise souvent l'image de la grenouille qu'on utilise pour le changement climatique, qui est dans une casserole d'eau froide qu'on réchauffe, et nous tolérons cet abaissement des libertés, cette régression des libertés, cette démocratie en état d'urgence, par exemple, dont parle une juriste qui a écrit un livre très important, Stéphanie Hennette-Vaucher, qui recense tous ces éléments, qui, par exemple, rendent très compliqué aujourd'hui le fait de manifester, parce que la manifestation est étroitement contrôlée, le recours aux dispositifs de répression est de plus en plus facile pour le pouvoir. Tout ça est très compliqué. Nos correspondances, nos échanges sont beaucoup plus surveillés qu'ils ne l'étaient il y a encore 20 ans, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de surveiller finalement nos communications et c'est un vrai problème. Donc disons que sur ce deuxième front de la démocratie, sur le premier, effectivement, nous sommes très loin d'une démocratie idéale, et sur ce deuxième front, nous reculons, et ça se voit dans les classements internationaux, où la France régresse. Elle est encore parmi les démocraties qui, sans être en tête de peloton, sont parmi les démocraties qui peuvent encore se réclamer de ce nom, mais nous reculons, faisons attention. Et puis, dernier point, il y a un point que tu n'as pas mentionné, mais la question des médias, la question de la construction du jugement citoyen par l'information, un pays dans lequel le niveau de concentration des médias a atteint un seuil de 90% des médias d'information qui sont possédés par une dizaine de milliardaires, ça pose un vrai problème de pluralisme de l'information. Donc voilà, donc il y a aussi cette dimension-là qui pose problème dans nos démocraties. Et donc il n'est pas du tout surprenant que les gens ne soient plus dupes aujourd'hui et posent la question démocratique comme une vraie question. Et ta question est juste, sommes-nous en démocratie? Il est difficile d'y répondre, mais il est complètement légitime de se la poser.
Si on fait le bilan de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que tout à la fois, on a souvent le sentiment d'être un peu alarmiste et de tirer la sonnette d'alarme systématiquement. Et moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je m'intéresse à ces questions-là et je commence à me les poser effectivement au début des années 2000, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, en ayant l'impression qu'il y a des attaques très fortes sur l'idéal démocratique sur plusieurs fronts. On va y revenir, mais évidemment, le traité de Lisbonne, je pense, est un moment fondateur de ces interrogations pour beaucoup de citoyennes, citoyens et moi notamment. Et j'ai l'impression que depuis 2008, en fait, on ne cesse tous les ans, régulièrement, ou tous les 2 ans, de tirer des sonnettes d'alarme. Et en même temps, alors, il faut se méfier de l'illusion, du biais d'accélération de l'histoire, parce qu'on a toujours l'impression que l'histoire s'accélère. Et en même temps, parfois, elle s'accélère. Et quand on fait le bilan de ces dernières années, quand on voit ce qui a été proposé ou adopté, mais à minima proposé, pendant les Gilets jaunes, la fameuse loi dite anti-casseurs qui voulait offrir au préfet la possibilité d'émettre des interdictions administratives de manifester. C'est-à-dire qu'on peut décider que parce que vous êtes potentiellement violent, alors qu'il décide, on ne sait pas pour quelle raison, on n'a pas à le spécifier, parce que vous êtes potentiellement violent, et quand je dis violent, en fait, c'est potentiellement destructeur de biens, parce que on pourrait revenir sur le fait d'assimiler la destruction de biens, le vandalisme, que l'on peut condamner, mais de l'assimiler à de la violence, on pourrait déjà s'interroger sur cette assimilation. Mais bref, le fait de dire vous êtes potentiellement destructeur de biens, vous ne pouvez pas manifester. Et vous pouvez attaquer la décision devant un tribunal administratif, bon courage. En attendant, la manifestation, c'est cet après-midi, vous ne pourrez pas manifester. Ça a été proposé. On a vu que les lois antiterroristes, après les attentats de 2015, ont permis, au moment de l'organisation de la COP21, d'empêcher la manifestation de plusieurs militants écologistes. Et on pourrait comme ça, évidemment, les manifestations qui ont été réprimées plus que violemment ces dernières années. Et là, j'ai le sentiment, et j'aimerais avoir ta réaction là-dessus, j'ai le sentiment que depuis récemment, on s'attaque à ce qui était le dernier garde-fou, un garde-fou tellement précieux qu'on osait même s'y attaquer, qui est le Conseil constitutionnel. Et j'ai l'impression que ça a commencé avec une phrase d'Emmanuel Macron qui a été tellement peu commentée que je ne suis pas parvenu à la retrouver. Mais où Emmanuel Macron lui-même, après une décision du Conseil constitutionnel qui lui était défavorable, avait dit « ce serait bien quand même de se poser la question du Conseil et de la manière dont il fonctionne ». Phrase qui n'avait pas été commentée, c'est normal, il n'y avait pas de proposition derrière. Mais depuis que voit-on ? On voit le Conseil qui a été instrumentalisé, tout simplement. Au moment de la loi immigration, le gouvernement accepte que soit votée une loi manifestement anticonstitutionnelle en disant le Conseil nettoiera tout ce qui est en dehors de la Constitution. Et on a vu ce que ça a produit. Ça a produit de nombreux partis d'opposition, d'extrême droite et de droite républicaine, qui ont critiqué le Conseil, qui ont parlé de gouvernement des juges. Et Laurent Wauquiez, figure éminente des Républicains, de la droite dite républicaine, président d'une des plus grandes régions de France, candidat potentiel à la prochaine présidentielle, Laurent Wauquiez qui a fait cette proposition, qui a dit il faudrait que le contrôle de constitutionnalité ne soit que facultatif, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ait la possibilité d'outrepasser une décision du Conseil, c'est-à-dire il faudrait que les députés aient, si ils et elles le désirent, la possibilité de voter une loi qui opprime les droits des minorités. C'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que je crie au loup ? Est-ce que je suis comme le garçon de la fable qui crie au loup ? Ou est-ce qu'on a le droit légitimement de sentir qu'il y a un glissement ces dernières années ? Alors le fait que ce soit aussi compliqué à expliquer me paraît intéressant parce que en fait les institutions dont tu parles, notamment le Conseil constitutionnel, sont très difficiles à défendre parce qu'il y a une petite musique qui dit la volonté politique doit s'imposer, la volonté majoritaire, la volonté présidentielle, et en fait, tous ces garde-fous démocratiques, toutes ces institutions intermédiaires, finalement, ne font que faire obstacle à cette volonté politique. Si on cède à ce discours, si on dénonce le gouvernement des juges, parce il faut rappeler quand même que ce Conseil constitutionnel, c'est le protecteur de nos libertés fondamentales. C'est celui qui s'assure que les lois respectent finalement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les principes fondamentaux. Donc c'est pas rien. Simplement cette petite musique du volontarisme politique, cette petite musique populiste, cette petite musique qui est très présente et qui l'a toujours été dans le discours des extrêmes, parce que pas forcément que l'extrême droite. L'extrême gauche aussi, il y a une vision où finalement la pensée du leader qui est en phase avec le peuple doit s'imposer coûte que coûte, et tout le reste
finalement ne compte pas. Or, notre démocratie, c'est une sorte de mécano relativement complexe dans lequel, finalement, il est important de respecter les procédures, respecter les formes, parce qu'elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont pas là pour embêter simplement, c'est parce qu'elles ont de bonnes raisons d'être là. Il faut respecter les contre-pouvoirs là où ils existent. Il faut faire droit à des moments de délibération, il faut prendre son temps. La démocratie, elle suppose qu'on prenne son temps. Or, on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus qu'au nom de l'accélération, au nom de la simplification, on pense qu'on peut aller tout de suite de la volonté à l'action. Donc, discuter avec les syndicats, ça ne sert à rien. Discuter avec, consulter les citoyens, ça ne sert à rien. Il faut imposer la volonté. Donc, méfions-nous à tout prix, parce que c'est cette pensée-là qui nous fera sortir de la démocratie et qui, progressivement, est en train de nous faire sortir de la démocratie. Moi aussi, j'ai noté la déclaration de Laurent Wauquiez. Et effectivement, elle me semble tellement imiter la rhétorique populiste. Alors, tu sais bien qu'en tant que spécialiste de sciences politiques, on se méfie de ce mot de populiste, parce que c'est plutôt une sorte d'arme de guerre qu'une catégorie analytique. Mais cette petite musique, elle est vraiment excessivement dangereuse. Alors, pourquoi ? Parce qu'au nom de l'urgence, au nom des épreuves qui vont se multiplier dans les années à venir, qui seront liées au changement climatique, qui seront liées au fait que les inégalités sociales vont devenir de plus en plus insupportables pour un ensemble de catégories de la population, au nom de cette urgence, on va aller encore plus loin dans l'évidement de ces institutions qui garantissent la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le pouvoir du peuple, c'est aussi, je le répète, et tu l'as dit très bien, la défense, la garantie des droits individuels et collectifs. Ne sacrifions pas l'un pour l'autre. Tu parlais tout à l'heure d'un troisième pilier que tu identifies au sein de cet idéal démocratique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Voilà, c'est une troisième manière de définir la démocratie, c'est une troisième manière de la penser, et c'est une manière à laquelle je tiens beaucoup. La démocratie, c'est des règles, c'est des institutions, mais c'est aussi des convictions, des croyances, des valeurs qui doivent être appropriées par les citoyens. La démocratie, elle renvoie à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à ce que nous valorisons et à la manière dont nous agissons, même si on n'est pas en politique, même si on est des citoyens ordinaires, là, maintenant, il y a des manières démocratiques de vivre et il y a des manières qui ne le sont pas. Il y a des manières démocratiques de traiter l'autre et des manières qui ne le sont pas. La démocratie, c'est des formes de vie, c'est un type de relation sociale, un type d'émotion, par exemple, l'empathie. La capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est une valeur éminemment démocratique, me semble-t-il. Tu vois, donc toute cette vision de la démocratie comme, alors je vais utiliser un gros mot, comme ethos, comme ethos, me paraît absolument indispensable. Et si on perd aussi cette capacité d'agir démocratiquement dans notre vie quotidienne, dans nos relations avec les autres, dans notre manière de les respecter, de les reconnaître comme légitimes, ça peut poser vraiment un problème presque aussi grave que si nos institutions ne fonctionnent plus. Ça, j'ai l'impression, alors c'est effectivement une pensée que je connais moins, mais j'ai l'impression que ce à quoi tu fais référence, c'est notamment les travaux de Marcel Gauchet sur le fait que la démocratie, elle doit être aussi incorporée par les individus, qu'il y a une forme d'individualité démocratique. Bon, je te vois... Non, c'est plutôt John Dewey, qui est un philosophe américain du début du XXe siècle, qui a posé ça. La démocratie, c'est une forme de vie. Dans ce cas-là, je tire ce fil peut-être de manière provocante, mais si la démocratie, c'est une manière d'être aux autres et de considérer les autres, est-ce que l'accumulation illimitée de richesses par quelques-uns, aux dépens de la majorité de la population, est-ce que c'est une manière de vivre que tu qualifierais d'antidémocratique ? C'est totalement incompatible avec la démocratie, me semble-t-il. La démocratie, implique qu'il n'y ait pas des inégalités telles que certains ne reconnaissent plus les autres comme des égaux. C'est absolument impensable. Et ça, c'est quelque chose qui a été radicalement nouveau dans notre histoire. C'est-à-dire le fait de penser l'autre comme un égal. Pendant la majeure partie de notre histoire, il y avait des inégalités telles, des différences de statut telles, que ce n'était pas possible. Or, aujourd'hui, l'indécence, finalement, de la richesse de certains
et la capacité d'influence qui va avec, parce que c'est pas qu'une question d'attitude, c'est une question aussi de défendre ses droits. Ces gens ont une capacité disproportionnée de défendre leurs intérêts. Ils ont une emprise sur les médias, sur la sphère politique, sur le pouvoir politique, qui n'est pas compatible réellement avec la démocratie. Il y a trop d'inégalités dans le monde économique, il y a trop de pouvoir entre les mains de ceux qui possèdent le capital. Il faut revenir à une grille de lecture très simple entre le capital et le travail. Les détenteurs du capital aujourd'hui ont des moyens d'influencer l'opinion, ont des moyens d'influencer le pouvoir qui sont disproportionnés, qui ne sont pas compatibles avec l'idéal démocratique tel que je le conçois, c'est-à-dire cet idéal de souveraineté du peuple dont tu parlais. Et beaucoup de gens ont pris conscience de ça. Il me semble que cette idée que finalement les pouvoirs politiques ne sont plus que le bras armé des marchés, des GAFAM, des agences de notation, des grandes entreprises qui font et défont la décision, c'est une idée qui maintenant est crue pour de bonnes raisons par de plus en plus de gens et qui participe à ce désenchantement démocratique dont nous parlions. On vit un moment, semble-t-il, un moment charnière en ce moment, puisque, comme tu l'as dit, il y a en même temps une prise de conscience par une partie des citoyennes et des citoyens de ces fictions constitutives de la démocratie. En même temps, on voit un glissement, on voit des attaques qui semblent s'accélérer. Est-ce que le problème, c'est qu'à partir du moment où les gens ouvrent les yeux et considèrent que ce qu'ils appelaient démocratie n'en est pas réellement une, il y a la volonté de passer à autre chose, d'opérer un basculement, d'opérer un changement. Est-ce qu'un de ces changements possibles, ce serait l'avancée vers un régime qu'on pourrait qualifier d'illibéral, pour reprendre un mot à la mode, d'autoritaire, pour prendre un mot qui me semble en fait être un synonyme assez proche. Est-ce que toi, ça te semble être un des horizons possibles de ce que l'on vit aujourd'hui? Au fond, est-ce que commencer, je le formule de manière plus provocante, est-ce que commencer à poser publiquement, comme nous le faisons là, mais on n'est pas évidemment et heureusement pas les premiers à le faire ici, mais est-ce que, comme toi-même d'ailleurs, tu le fais depuis des années et des années dans le cadre de l'université, mais pas que dans le cadre de l'université, tu participes au débat public, est-ce que poser la question démocratique, c'est pas ouvrir une boîte de Pandore qui nous amène vers l'autoritarisme? Non, heureusement. Heureusement, parce que ça n'est pas la seule voie possible. On voit bien que cette voie, aujourd'hui, séduit de plus en plus de nos concitoyens qui se disent, finalement, ils nous endorment, ils nous enfument avec cette idée de démocratie. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Et effectivement, il y a, à l'extrême droite notamment, parce que c'est l'extrême droite aujourd'hui qui, dans les enquêtes, fait 38%, ce qui est, si on ajoute les votes du Rassemblement national et les votes de la liste Zemmour, c'est considérable, 38% d'intention de vote. On verra, mais c'est quand même la force politique dominante aujourd'hui, très, très, très clairement. Donc on voit bien qu'il y a cette tentation au nom d'une meilleure représentation, c'est-à-dire la tentation de mettre au pouvoir quelqu'un qui ne les méprise pas, des gens qui paraissent ne pas les mépriser et qui prendront en compte finalement leurs expériences et leurs intérêts. Mais ça n'est pas la seule manière. On est dans un moment charnière. Alors, la pente, très clairement, parce qu'elle n'est pas que française, l'extrême droite marque des points, on va le voir aux élections européennes, mais moi j'ai été frappé, il y a un pays que je connais assez bien en Europe qui est la Finlande, où j'ai enseigné à plusieurs reprises, et j'ai été stupéfait quand j'ai vu que l'extrême droite finlandaise arrivait au gouvernement et qu'avaient pu être nommés ministres des gens dont le discours était très proche d'un discours néo-nazi dans les années antérieures. Un pays comme la Finlande, qu'on pensait prémuni contre ça. On regarde toujours les pays scandinaves comme des pays extrêmement vertueux. Mais dans les pays scandinaves, l'extrême droite est là. En Italie, l'extrême droite est là. C'est beaucoup moins grave
dans un régime parlementaire que dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre. C'est-à-dire que si l'extrême droite arrive à la présidence de la République, évidemment, les possibilités dont elle disposera pour agir comme elle le souhaite sont infiniment plus larges que dans un régime de coalition. Elle sera obligée de faire des compromis. Non, c'est la pente la plus probable, mais ça n'est pas la seule perspective qui nous est ouverte. Moi, je me bats avec d'autres depuis quelques années pour dire deux choses. Un, la question démocratique, c'est la mère de toutes les batailles. Si on ne transforme pas notre démocratie, on ne pourra pas affronter l'épreuve climatique, environnementale, c'est-à-dire qu'au train où vont les choses, au train où les paramètres de la vie sur Terre se dégradent, il finira par y avoir des conflits autour des ressources, des conflits autour de l'espace, qui vont devenir tels qu'il sera très difficile de les résoudre démocratiquement. Et au train où vont les choses, les démocraties représentatives qui sont sous l'influence du pouvoir économique et d'intérêts de court terme ne lutteront pas contre cette catastrophe climatique. Donc c'est la mère de toutes les batailles, c'est la mère de la question écologique, c'est la mère de la question sociale. Si on ne représente pas mieux, si on ne défend pas mieux les intérêts des catégories populaires dans notre société, elles ont commencé d'ailleurs, elles entreront en dissidence. Et effectivement, elles voteront pour des solutions autoritaires. Ça ne peut pas être autrement. Donc ça n'est pas la seule, et moi je me bats, pour dire que c'est la question principale. Or, personne ne veut le reconnaître. Personne ne pense que c'est une question importante. C'est une histoire d'institution, ça n'intéresse pas les gens, etc. Donc on ne la prend pas à bras-le-corps, cette question. Et ma deuxième conviction, c'est qu'on pourrait mettre en place une autre démocratie. Qu'il existe des solutions institutionnelles, des solutions juridiques, des solutions politiques pour rendre cette démocratie plus démocratique, plus participative, plus inclusive, plus respectueuse du long terme, plus respectueuse du vivant. Et moi, je me bats avec pas mal de difficultés, mais je ne suis pas le seul, heureusement, pour essayer de faire advenir ces nouvelles formes de démocratie. Donc, je suis, vous savez, tu sais, pour des intellectuels comme nous, il y a une phrase qui résume très bien notre position. Moi, je suis partagé entre le pessimisme absolu de la raison, la lucidité. Quand je regarde les choses, elles se dégradent à une vitesse. Ce sentiment d'accélération, je l'ai. Mais je suis peut-être aussi hyper attentif à tous les signaux qui me montrent à quel point notre système démocratique est en train de s'effondrer. Et en même temps, j'ai l'optimisme de la volonté. Et je me dis, il faut se battre néanmoins pour faire advenir des formes de démocratie, des formes institutionnelles, mais aussi des formes de vie qui soient beaucoup plus conformes à cet idéal et beaucoup plus vivables d'un certain point de vue. Alors, ça, c'est le temps suivant de notre entretien, parce qu'évidemment, l'objectif de notre discussion, c'est aussi d'essayer de dessiner cet horizon, cet idéal régulateur, enfin, l'idéal régulateur, on en parle là, mais cet horizon qui pourrait être davantage démocratique, mais d'abord, il y a un point qui là est revenu à plusieurs reprises dans ton discours. Déjà, ce troisième pilier de la démocratie que moi je n'avais pas identifié comme tel, et effectivement ça ouvre des perspectives, le fait de dire c'est considérer l'autre comme son égal. Or, on voit bien que tout dans notre société économique favorise au contraire les asymétries, l'accumulation illimitée de richesses pour les uns, et puis la précarité, voire la misère pour les autres. Et tu nous dis, il faudra un régime démocratique, alors je pense qu'on y reviendra tout à l'heure aussi, il faudra un régime démocratique pour lutter contre le réchauffement climatique, précisément parce que les intérêts économiques, sinon, seront trop forts. Mais en même temps, comment faire pour faire advenir, c'est là où le serpent semble se mordre la queue, parce que dans le même temps, tu nous dis, on n'arrivera pas, enfin, la mise en place d'une démocratie, elle se heurte au fait que certains possèdent tous les médias, que certains aient un pouvoir d'influence sur d'autres. Tu nous expliques que la question démocratique, elle est prééminente sur toutes les autres, et c'est une question, là, je vois, qui est revenue à plusieurs reprises dans le chat. Est-ce qu'on pourrait pas, certains seraient tentés de te dire qu'il faut prendre encore plus de champs. Est-ce que c'est pas le capitalisme qui est la première question? Est-ce qu'on pourra penser, est-ce qu'on pourra parvenir
à faire advenir une démocratie dans un monde capitaliste qui permet déjà la symétrie des ressources. Oui, tout à fait. Il y a une vraie difficulté. Alors, le capitalisme, il a été maîtrisé, il a été tempéré. Alors, on peut dire qu'on a vécu une période entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70-80, où, pour des raisons historiques, hein, le discrédit finalement des milieux économiques pendant la guerre, où la force du Parti communiste, la puissance des syndicats, la croissance qui était permise par la reconstruction, ont considérablement rééquilibré les forces dans nos sociétés, entre le capital et le travail, entre le capital et le salariat. Parce que cette grille de lecture, moi, je la crois encore efficiente et opérationnelle. Et à partir des années 80, il y a eu ce que Grégoire Chamaillou appelle le néolibéralisme autoritaire, qui a pris sa revanche d'un certain point de vue et qui a exercé une emprise très forte sur le plan idéologique, mais aussi très clairement le changement des méthodes de travail dans les usines, dans les entreprises, a fait que la possibilité pour les citoyens, pour les salariés de se coaliser est devenue de plus en plus difficile. On a individualisé le salariat, on a mis en concurrence les gens de façon à ne pas permettre que soient réédités les mouvements sociaux des années 60 qui ont fait très peur aux détenteurs du capital. Dans les années 60, mai 68, comme paroxysme, ont été des moments où ce capital, ou en tout cas les détenteurs de ce capital, on voit bien, quand Hollande disait « mon ennemi c'est la finance », non mais on sait qui sont ces capitalistes, s'est dit maintenant il faut tout changer. Il faut vraiment reprendre la main sur le monde des idées, sur le monde de l'information, mais aussi sur le monde politique, hein, en pouvant, d'un certain point de vue, utiliser différents instruments. Et effectivement, ça pose un vrai problème à la démocratie et aux institutions. Un tel déséquilibre des forces semble laisser penser que seule la révolution, seule une révolution pourra changer les choses. Parce que moi, je me mets à la place de celui qui regarde ce tableau et qui se dit le système est tellement verrouillé. Le système électoral en particulier est très verrouillé qu'on ne pourra pas changer les choses par les urnes et il faudrait changer les choses par la force. Or, moi, les leçons de l'histoire m'ont montré que ça n'était pas forcément la stratégie la plus efficace, ni la plus désirable, ni la plus efficace. Par exemple, pour reprendre des exemples récents, souvenons-nous du printemps arabe. Regardons ces mobilisations très fortes, cette remise en cause du pouvoir qui ont abouti presque partout et maintenant même en Tunisie à des régimes encore plus autoritaires. Il y a un risque énorme à utiliser la voie révolutionnaire, à utiliser la voie de la violence. Alors bon, voilà, on est porté par le mythe de la Révolution française qui a quand même fait bouger les choses. Mais moi, en tout cas, ça n'est pas la voie dans laquelle j'engage ma pensée, j'engage mon action. Moi, c'est une voie qui considère à la fois le réformisme, essayer d'obtenir des changements institutionnels. C'est pour ça que je me suis engagé dans la Convention citoyenne pour le climat. Je me suis dit, on va faire la preuve que ça marche. On va leur imposer ce type de solution. On va leur montrer que non seulement les citoyens sont capables de produire des décisions conformes à l'intérêt général, mais qu'en plus, ça va permettre de garantir la survie du système. Parce qu'il devient tellement disqualifié, cette démocratie représentative, qu'il s'expose justement à un basculement dans un régime autoritaire. Et puis, cette voie institutionnelle, moi j'essaie d'y croire encore, quitte à paraître naïf.
qui apparaître à passer pour un con, disons les choses. À la fin de la Convention citoyenne, on n'en menait pas large quand même, parce que on était super content de ce qu'on avait réussi à démontrer, à prouver, c'était une preuve que la démocratie délibérative ou participative, ça marchait, et en même temps, on s'est fait rouler dans la farine avec ce gouvernement qui n'a pas respecté finalement sa parole. Et je crois aussi, parallèlement, ça c'est la voie institutionnelle, on essaye encore de transformer le système de l'intérieur, parce qu'on n'a pas encore complètement trouvé mieux que l'élection comme mode de désignation des gouvernants. Il faut quand même voir aussi que l'élection, c'est quand même pas si mal. Il faut dire les choses, il faut pas cracher dessus. Et la voie expérimentale, c'est-à-dire la voie radicale, mais pas au sens de révolutionnaire, c'est-à-dire on refait la démocratie par en bas. Par des expériences locales, par des expériences de coopération, d'auto-organisation, par la démonstration. Pour moi, la Convention citoyenne était aussi importante comme démonstration que Saillant, ce petit village de la Drôme, où qui avait montré qu'on pouvait gérer un village de manière complètement horizontale et démocratique. Pour moi, c'est ça. Évidemment, on peut se dire que ce ne sera pas suffisant. Peut-être qu'il faudra que tout s'effondre, parce que au rythme où vont les choses, au rythme où va la dégradation du climat, au rythme où va la destruction du vivant, j'ai le sentiment que le système capitaliste et démocratique tel qu'il est ne pourra pas tenir éternellement. Alors soit on bascule dans des dystopies autoritaires, soit on essaye peut-être de rebondir. Qu'est-ce que tu réponds justement sur ce point-là très précis, avant d'avancer sur un autre sujet, mais sur ce point-là très précis, qu'est-ce que tu réponds à ceux, et il y en a certains, qui tiennent plus ou moins clairement un discours totalement inverse au tien, qui disent, quand on voit, ils partent des mêmes prémices, quand on voit l'état de destruction du vivant, l'état de destruction du climat, l'urgence absolue qu'il y a à prendre des décisions et la radicalité des décisions qu'il y a à prendre, quand on voit tout cela et qu'on voit les lenteurs, les lourdeurs du processus démocratique, quand on voit le fait que précisément aujourd'hui, le processus démocratique semble verrouillé et semble ne pas autoriser un changement radical qui est appelé par une partie, peut-être pas la majorité, mais au moins une partie de la population. Certains disent, eh bien, nous n'aurons d'autre choix que d'en passer par une forme de dictature, une forme de gouvernement autoritaire qui imposera de manière autoritaire, y compris au système économique, les changements écologiques nécessaires. Ça pose deux questions. Ça pose une question de réalité, c'est-à-dire que ce mythe du despotisme éclairé, en fait, dans l'histoire, il n'y a jamais eu ni de despote, ni d'élite experte qui est gouvernée dans la perspective de l'intérêt général. En fait, ce gouvernement est toujours forcément biaisé, c'est-à-dire que, en fait, là, pour le coup, c'est un mythe, et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que je ne crois pas, en plus, que ce soit la manière la plus efficace de répondre aux défis écologiques, parce qu'il va falloir s'appuyer sur les savoirs citoyens, il va falloir s'appuyer sur les territoires, il va falloir multiplier les canaux d'information pour prendre les décisions, il va falloir ajuster. On ne pourra pas faire des grands plans d'interdiction ou des grands plans de... la planification, une forme de planification qui ne serait pas démocratique, ne serait pas efficace d'un certain point de vue. Elle ne sera efficace que si elle est démocratique, que si elle embarque tout le monde, ne serait-ce que pour être acceptée, pour être consentie. Il va falloir responsabiliser les citoyens. On ne pourra pas faire autrement. Parce que je ne crois pas que ce mélange d'autoritarisme et d'expertise environnementale ait la moindre chance de voir le jour. Et puis, ma deuxième réponse, c'est est-ce que c'est désirable ? Survivre dans un monde sans liberté. Alors, on peut peut-être envier les Chinois. Alors, on nous présente souvent l'exemple chinois en disant... D'abord, ceux qui nous vantent le modèle chinois ne sont jamais allés à Pékin. Le niveau de pollution, le délire, le délire techno-scientifique est très puissant, est très puissant là-bas. Donc, moi, je ne crois pas qu'une vie soit désirable sans liberté. L'analogie avec le régime chinois, c'est ce que certains ont dit, parfois d'ailleurs en revenant sur leurs propos, mais ce que certains ont dit au moment du Covid, en disant, au fond, la France n'a pas géré le Covid de manière plus démocratique que la Chine,
mais elle l'a géré de manière moins efficace. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le régime l'un des régimes qui a le mieux géré la crise du Covid, c'est Taïwan. Et Taïwan est par ailleurs, dans ma perspective à moi de transformation démocratique, le pays qui expérimente le plus la démocratie participative, la démocratie délibérative de différentes manières. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des mécanismes de régulation, des mécanismes de surveillance qui n'étaient pas autoritaires, mais qui s'appuyaient vraiment sur les citoyens, qui les impliquaient réellement. Et effectivement, ça a fonctionné. La Chine n'a pas du tout bien géré le Covid, et nous, on peut se demander si nous l'avons bien géré, tout en ayant mis en suspens, quand même très facilement, hein, réfléchissons quand même à ce qui s'est passé. On a mis en suspens toute la vie démocratique, hein, et on a remis en cause totalement nos libertés quasiment du jour au lendemain. Sans que nous... Alors, évidemment, beaucoup d'entre nous l'ont accepté, beaucoup d'autres y ont vu une atteinte fondamentale à la démocratie, mais mesurons la facilité avec laquelle nos pouvoirs peuvent mettre fin à un régime de liberté tel que le nôtre. Est-ce que c'est quelque chose, à titre personnel, ma question elle est anecdotique quelque part, mais est-ce qu'à titre personnel c'est quelque chose qui toi te fait peur? Est-ce que se dire que de la même manière que face à la menace qu'était le Covid, on a accepté de voir nos libertés être mises entre parenthèses, est-ce que face à une menace qui pourrait être le retour d'une forme de terrorisme, qui pourrait être des vagues migratoires créées par le réchauffement climatique, face à une telle menace, nous pourrions accepter aussi facilement une mise entre parenthèses définitive de nos libertés? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Oui, je crois. Moi, je m'inspire beaucoup d'une phrase d'un politiste, un collègue disparu aujourd'hui, italien, qui s'appelait Noberto Bobbio, qui disait la démocratie, on en sort très facilement et on y revient beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire que je crois qu'il est assez facile et assez rapide de mettre fin à la démocratie. Alors, on a plein de contre-exemples en ce moment qui sont plutôt rassurants. Le Brésil, finalement, qui était au bord d'un basculement, la Pologne, quelque part. Il y a des exemples qui semblent montrer que ça n'est pas un saut dans le vide, c'est-à-dire le fait de voir arriver au pouvoir des forces dont on peut douter de l'attachement à la démocratie ne nous condamne pas à un avenir autoritaire définitif. Mais moi, je mesure l'incroyable fragilité de nos institutions. Et elles sont d'autant plus fragiles qu'on n'y croit plus. C'est-à-dire que moi, je me sens... Alors, moi, j'ai commencé à travailler, à faire des recherches en sciences politiques, à m'intéresser à l'opinion publique, à la fin des années 80, début des années 90, un moment où la démocratie n'était pas un problème. C'était même devenu quelque chose de ringard. Bon, voilà, on la considérait comme là pour toujours. Et puis, on a vu les choses se transformer, on a vu les épreuves auxquelles sont confrontées nos institutions s'intensifier. Et moi, j'en viens, et c'est là où je suis en porte-à-faux et en désaccord avec tous ceux qui veulent faire table rase. J'en viens à être attaché aux élections, à considérer que, mine de rien, c'est quand même pas rien de pouvoir voter, même dans le système qui est le nôtre, c'est quand même essentiel. J'en viens à être attaché aux partis politiques, c'est-à-dire avoir une nostalgie de quelque chose qui est unanimement détesté. Mais aujourd'hui, on voit ce que produit leur quasi-disparition. Le fait qu'il n'y ait plus de militants dans les partis politiques, le fait que ce soit plus que des écuries pour parvenir au pouvoir, ça nous éloigne d'un temps où les partis politiques étaient capables de faire le lien entre la société et le pouvoir, de faire remonter les demandes, de canaliser, de produire des programmes, de produire de l'idéologie. Moi, j'en viens à être attaché au Conseil constitutionnel. Moi aussi, je suis très critique de notre Conseil constitutionnel, gouvernement des juges. Il est infiniment critiquable par son mode de nomination, par la manière dont il fonctionne. Mais je mesure ce qu'est le prix de ces institutions à un moment où elles sont en train de disparaître. Toi-même, tu as fait ta thèse sur le Parlement, cette fameuse thèse, j'étais dans son jury. Bon, on ne peut qu'être complètement
atterré par ce qu'est devenu le Parlement. Un Parlement qui fonctionne, qui permet une vraie délibération devant les citoyens, autour d'enjeux essentiels, c'est quelque chose de tellement précieux. Et voir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une sorte de machine d'enregistrement ou de lieu d'affrontement, un peu comme il est aujourd'hui depuis la dernière présidence, c'est terrifiant. Et on voit toutes ces institutions-là qui appartiennent à notre patrimoine infiniment critiquable qu'est la démocratie représentative, je me dis que vivre sans tout ça, ce sera encore bien pire. Juste avant, une dernière question avant qu'on avance vers les perspectives, mais une dernière question malgré tout sur, puisque tu parles du Parlement, j'aimerais quand même m'arrêter un instant sur ce qui pour moi, et peut-être que c'est mon prisme, mais qui pour moi est une nouvelle expérience fondatrice presque au même titre que celle qui a été le traité de Lisbonne en 2008. Ouais. Donc, pour rappeler, peut-être certains l'ont oublié, vote sur le traité constitutionnel européen en 2005. Les Français disent majoritairement non, nous ne voulons pas de ce traité constitutionnel européen. Élection de Nicolas Sarkozy en 2007 qui promet dans sa plateforme électorale, dans son programme, mais au même titre que plein d'autres choses. On fera un mini-traité européen pour relancer l'Europe. En 2008, qu'est-ce qu'on voit revenir? Le traité de Lisbonne, qui n'est rien d'autre exactement que le traité contre lequel les Français ont voté 3 ans plus tôt. Et là, effectivement, plein de gens, dont moi, se sont dit, mais quelle illusion est-ce là, de voir le peuple ainsi, et la volonté du peuple qui s'était exprimée clairement ainsi piétinée. Et pour moi, il y a une deuxième expérience fondatrice qui est très récente, c'est celle de la réforme des retraites de 2023. Ouais. Puisqu'au moment de la réforme des retraites de 2023, j'ai prononcé cette phrase à plusieurs reprises, j'ai dit, mais le peuple était contre cette réforme, quelle que soit la définition du peuple. C'est-à-dire que les opinions qui s'exprimaient dans les sondages, je sais que tu es toi-même très critique des sondages, tu y as consacré ta thèse, me semble-t-il, mais l'opinion des Français qui s'exprimait dans les sondages était immensément majoritairement contre. Mais la rue, 2 millions de Français au plus fort des manifestations étaient majoritairement contre. Les corps intermédiaires, les syndicats, tous unis pour contester la réforme. Et même le Parlement, c'est-à-dire même en admettant que le peuple, ce n'est pas tout ça, ce sont les représentants des citoyens élus au Parlement. Même le Parlement était contre, la preuve, le gouvernement n'a même pas voulu faire voter la réforme, il savait qu'il aurait perdu le vote. Et donc, est-ce que tu as le sentiment que là, il y a peut-être un moment charnière qui pourrait justement nous servir soit de tremplin, soit de pente pour aller vers autre chose, c'est-à-dire ce moment où on se rend compte finalement que, à quoi bon parler de démocratie puisque là, le peuple voulait une chose et il en a obtenu une toute autre. Oui, je partage le constat. On a quelque chose qui renvoie aussi à la folie qu'est la Ve République, telle qu'elle fonctionne en France, en donnant, alors je ne dis pas tous les pouvoirs, mais des pouvoirs exorbitants, disproportionnés à quelqu'un dont le mode de scrutin, finalement, ne légitime que de manière très, très faible. C'est-à-dire que, compte tenu du fait qu'au second tour, beaucoup de gens ont voté contre Marine Le Pen et pas du tout pour Emmanuel Macron, sa base de légitimité, il est légitime, on ne peut pas la contester, mais elle est très en deçà de ce qui lui serait nécessaire pour pouvoir, d'un certain point de vue, prendre des mesures aussi fortes et faire des réformes aussi fortes que la réforme des retraites. Oui, c'est l'exemple qui démontre qu'il y a un problème majeur. Alors, dans mon rêve, dans ce que serait mon espoir, ce pourquoi j'aimerais pouvoir voir avancer les choses, c'est effectivement changer la Constitution. Pour éviter ce genre de choses, pour éviter cet abus du 49.3, pour revaloriser le Parlement, pour intégrer finalement des modalités de participation des citoyens. Mais on est tellement loin de cette perspective et on a l'impression de verrouillage, elle vient aussi de ce qu'elle est très difficile à changer, notre Constitution. Elle est même quasiment impossible à changer sans l'accord du Sénat. Donc ça limite évidemment la probabilité que ça advienne. Non, il faudrait un renouveau démocratique. C'est aussi une des autres options. Tu sais, il y a la démocratie radicale, refaire la démocratie par en bas. Il y a effectivement essayer de rénover, de transformer. Bon, il n'y a pas que des défaites. Il y a des choses qui me paraissent plutôt avancées. Il y a pas mal de villes aujourd'hui en France qui ont intégré des formes de participation citoyenne qui vont bien au-delà de
de ce qu'on observe au niveau national. Bon, et puis il y a cette voie de la réforme constitutionnelle. Moi, j'ai fait partie du groupe qui a essayé de porter une convention pour le renouveau démocratique. Il faudrait associer les citoyens dans un processus constituant inclusif, participatif, à la réécriture des règles du jeu, mais force est de constater qu'on n'y est pas. Alors, comment donner de l'espoir? Moi, je ne suis pas un vendeur d'espoir. J'essaie de montrer que ce qu'il faudrait faire, je dis que ce n'est pas du tout impossible de le faire, mais les institutions, elles ne changeraient réellement sérieusement que dans des moments de crise majeure. Il n'y aurait jamais eu de convention citoyenne sans les Gilets jaunes. Donc en fait, les gouvernants ne concèdent du pouvoir, ne reconnaissent des droits que quand ils ont face à eux des mobilisations extrêmement puissantes. Or, des mobilisations de ce type, on a vu, pourtant très puissantes, sur la réforme des retraites, elles ne parviennent pas à aboutir. Alors tu parles d'une modification de la Constitution et en fait depuis tout à l'heure tu nous dis que c'est une de tes convictions, oui, qu'on pourrait faire autrement, que voilà, d'autres institutions sont possibles. Est-ce que tu pourrais nous ébaucher si toi on te demandait de rédiger une Constitution de la 6e République? Alors je sais tu vas me répondre non, ce serait au peuple citoyen constituant. Mais là-dessus moi je me suis forgé une conviction, c'est que effectivement, alors peut-être qu'elle est erronée, mais c'est que se contenter de dire il faut une constituante pour que le peuple rédige lui-même la Constitution, bien sûr, in fine, il faudra que ce soit ceci qui ait lieu. Ouais. Bien sûr, tu ne peux pas penser une Constitution démocratique si elle n'est pas écrite démocratiquement. Bien sûr. Bon, donc là-dessus, je te rejoins totalement. Et en même temps, je pense aussi que expliquer simplement aux gens, vous allez prendre un stylo et puis rédiger une Constitution démocratique, pour plein de citoyennes et de citoyens, je suspecte que ce soit absolument vertigineux. Donc, est-ce que tu peux nous ébaucher simplement à quoi pourrait ressembler un régime qui serait plus démocratique? Bon, oui, mais concrètement. Oui, non, alors c'est compliqué. Bon, disons que cette perspective d'un changement constitutionnel, elle se doit. D'abord, il y a des choses qui pourraient changer, qui seraient d'une importance considérable, qui pourraient changer sans qu'on modifie la Constitution. Par exemple? Très clairement, le mode de scrutin, la manière dont on élit nos gouvernants. Il y a des systèmes de vote qui sont beaucoup plus respectueuses de la volonté de l'électeur que le scrutin majoritaire, à la fois au plan individuel et au plan collectif. Moi, je suis à fond pour la représentation proportionnelle. On peut même changer une chose qui serait d'une importance considérable, mais ça, tous les constitutionnalistes le diront, par décret, ce serait organiser l'élection du président de la République après les législatives. Par décret, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de passer par le Parlement. On n'a même pas besoin de passer par le Parlement. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas le faire et on ne veut pas changer. Et ça changerait totalement l'équilibre de la Constitution, parce que la Constitution de la Ve République pourrait fonctionner dans un modèle parlementaire. Hein. Elle a été pensée pour ça en 1958. Voilà. Donc, moi, évidemment, cette Constitution, elle ressemblerait quand même aux constitutions, à la constitution allemande, par exemple, qui est une constitution complètement vertueuse, parce que effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont protégé les droits démocratiques, les libertés, de manière quelquefois que certains pourraient juger excessive, avec la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui est effectivement extrêmement puissante dans le système. C'est une constitution qui reposerait vraiment sur une logique parlementaire, en obligeant les forces en présence à négocier. Pour moi, un régime de coalition est toujours meilleur qu'un régime comme le régime français ou le régime anglais, où le parti qui l'emporte emporte tout. C'est-à-dire obliger au compromis, d'un certain point de vue, est une meilleure garantie de prise en compte, et ça c'est une conviction dont je peux admettre qu'elle ne soit pas partagée, de prendre en compte mieux l'intérêt général. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que pour dire les choses autrement, les régimes parlementaires de coalition produisent de meilleures politiques et des politiques plus justes que les régimes semi-présidentiels, comme le nôtre, ce qu'on appelle en jargon de sciences politiques les régimes majoritaires. Hein. Mais comment on concilie le fait qu'il faille, comme tu le disais tout à l'heure,
faire des changements radicaux et les faire de manière urgente et démocratique. Et ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire l'idée du compromis. C'est compliqué. C'est compliqué. La question qui, effectivement, vient interférer, parasiter tout, c'est la question climatique, la question environnementale. Là, pour le coup, avec des collègues, par exemple. Mais même pas, je me permets d'interrompre, mais même pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, la question environnementale, elle vient créer un compte à rebours. Mais en fait, le fait de dire que des décisions radicales doivent être prises, si je te suis depuis tout à l'heure, sur le plan économique, il y a des décisions radicales également qui doivent être prises pour, à minima, réguler le capitalisme, pour éviter l'accumulation infinie de richesses. Donc, je repose la question, comment on fait pour avoir des décisions radicales sur le plan écologique, économique, avec ce que tu ébauches, c'est-à-dire un régime de compromis? Oui, non, on n'est pas exempt de contradictions. Je vais te faire une proposition qui peut... Il y a des propositions constitutionnelles qui ne sont pas inintéressantes sur les deux dimensions, la dimension économique et la dimension écologique. Alors, avec un groupe de collègues, on avait publié un bouquin qui s'appelait « Inventer la démocratie du XXIe siècle », dans laquelle on avait échafaudé ce que pourrait être une assemblée citoyenne du futur, c'est-à-dire une assemblée avec des citoyens tirés au sort, accompagnés par des experts des questions environnementales qui participaient au processus législatif, alors non en étant quelquefois à l'initiative de la loi, mais en pouvant censurer des propositions ou des projets de loi qui sembleraient mettre en danger le vivant ou hypothéquer l'avenir. Donc, tu vois, on peut intégrer, ça c'est une forme d'imagination institutionnelle qui pourrait, sans complètement changer l'architecture de nos institutions, qui pourrait introduire finalement la prise en compte du vivant et la prise en compte du long terme et de la nature. Et puis il y a des propositions, alors des propositions qui sont peut-être un peu moins connues de collègues américains. Je pense à Camila Vergara et à John McCormick, qui repartent de Machiavel. Alors bon, et Machiavel disait au XVIe siècle, début du XVIe siècle, à Florence, bon, il a écrit un livre qui est beaucoup moins connu que Le Prince, qui s'appelait Discours sur les premières décades de Tite-Live, dans lequel il dit la condition pour que la liberté existe à l'intérieur d'une cité, c'est qu'il y ait une forme d'équilibre entre le peuple et les grands, et un rapport de force équilibré entre le peuple et les grands. C'est-à-dire que ce que nous dit Machiavel, c'est que les grands veulent toujours dominer le peuple, et le peuple cherche toujours à résister à l'appétit ou à l'esprit de domination des grands. Et alors, ce que dit John McCormick, c'est qu'il faudrait peut-être créer une assemblée qui ne serait élue que par les catégories populaires. C'est un truc brutal, hein, et évidemment, complètement, mais dans lesquels les riches ne pourraient pas intervenir pour, d'un certain point de vue, rectifier ce rapport de force. Alors, tout en gardant ce modèle parlementaire, parce que sinon, confier le pouvoir, ça voudrait dire, dans une perspective que nous avons déjà connue, un parti ou une force politique accède au pouvoir sous la forme d'une avant-garde et prétend ou essaye de gouverner au nom du peuple tout entier et pas forcément avec le peuple lui-même. Et on sait ce que ça a donné. En 1917, on sait ce que ça a donné. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui de perspective dans la prise de pouvoir par un parti, Machiavel dirait une faction, qui d'un certain point de vue changerait radicalement dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est une perspective à laquelle je ne peux pas me résoudre. J'ai plein de questions institutionnelles, mais puisque tu parles des avant-gardes, je ne résiste pas à te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu penses d'un parti qui prétend changer la Constitution de manière démocratique sans fonctionner lui-même à l'interne selon un idéal démocratique? Oui, bah évidemment. Pour moi, c'est une contradiction tellement forte, tellement visible,
qu'elle en vient à invalider totalement le discours. Ce que tu es parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. C'est-à-dire la manière dont tu agis en dit beaucoup plus sur ce que tu as l'intention de faire que tes paroles mêmes. Ça, c'est quand même comment dire, une règle absolue dans la vie politique. Hein. C'est que, et je crois que de toute façon, ce programme politique, alors on voit très bien la force politique à laquelle tu fais allusion, c'est la France insoumise. Elle se tire une balle dans le pied, me semble-t-il, en ne mettant pas en pratique les principes qu'elle prétend vouloir mis en œuvre. Comment veux-tu que les citoyens y croient ? C'est absolument impossible. Surtout dans une société où la preuve passe beaucoup plus par les actes que par le discours. On est des sociétés, tu es un des premiers à le savoir, et puisque tu travailles là-dessus, qui est sensible à la rhétorique, à la persuasion, où, voilà, comme toute société humaine, et c'est aux origines de la démocratie, le pouvoir de la parole est extrêmement puissant. Mais je regarde un petit peu la manière dont les jeunes aujourd'hui, en tout cas une grande partie de la jeunesse, analyse la réalité. En fait, la légitimité pour cette catégorie de la population, elle repose beaucoup plus sur ta contribution, sur ce que tu fais, que sur les mots que tu prononces. Et dans tous les collectifs dont on peut observer la formation ou l'activité, on s'aperçoit que c'est une société qui croit de moins en moins au discours, pour qui le discours est corrompu, un peu démonétisé. C'est du blabla d'un certain point de vue. Il faut agir, il faut faire les choses. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un acteur ou qu'une formation qui n'agit pas en conformité avec son propre discours? Eh bien, c'est une formation qui ne peut plus convaincre personne, me semble-t-il. En tout cas, c'est très compliqué. C'est intéressant parce que eux te répondraient Machiavel, mais pas le Machiavel de Tite-Live, voilà. Le Machiavel du Prince, en disant au bout du compte, la fin justifie les moyens, voilà, à condition que la fin soit bonne. Si la fin, c'est l'avènement d'une démocratie, alors les moyens, c'est-à-dire un parti qui est réduit à l'état d'instrument de conquête du pouvoir, le justifient. Non. Ben non, mais moi je n'adhère pas à ce discours, c'est-à-dire par conviction profonde et parce que je suis à peu près convaincu qu'un schéma comme ça prépare le pire. D'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'elle prépare une sorte de captation du pouvoir et des évolutions à l'avenir. La démocratie, c'est quand même... Alors, on est d'accord que la démocratie, c'est l'institutionnalisation du conflit. C'est l'institutionnalisation. On reconnaît la légitimité du conflit, on s'arrange pour l'organiser et on s'arrange pour faire en sorte que les adversaires ne finissent pas par devenir des ennemis. Ah, ça, je reprends une formule de Chantal Mouffe, qui a inspiré beaucoup Jean-Luc Mélenchon. On s'accorde sur des règles du jeu, c'est-à-dire on est dans une situation de conflit objectif entre des forces qui prétendent au pouvoir, qui prétendent imposer leur solution, mais qui se reconnaissent comme des adversaires. Mais il faut soi-même, me semble-t-il, accepter une certaine dose de conflit, c'est-à-dire que dans la manière dont s'organise la France insoumise, il y a une allergie au conflit, à la parole dissidente. On voit comment sont traités un petit peu ceux qui contestent. Ça n'est pas possible de faire coexister avec cette allergie au conflit, à la contestation, à la critique, de faire coexister ça avec une volonté de faire vivre ce conflit, de le reconnaître et de considérer l'autre comme légitime. Non, pour moi, c'est totalement contradictoire. Alors, je reviens à la Constitution qu'on pourrait ébaucher. Bon, t'as lâché le mot comme ça au détour d'une phrase, comme s'il était naturel, alors que peut-être que pour certains qui nous regardent, il ne l'est pas. Le mot de tirage au sort, qui en fait, c'est vrai que quand on travaille un peu sur la réinvention
de la démocratie, sur les nouvelles formes de désignation des gouvernants, sur comment repartager le pouvoir davantage entre les citoyens au sein de la société. C'est vrai que la question du tirage au sort, elle est sur la place publique dans le débat universitaire depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est ça. Alors que pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils tombent de leur fauteuil en disant mais attendez, le tirage au sort, mais ça c'est bon pour le loto, c'est bon pour le bingo, mais comment en politique? Donc moi effectivement c'est une proposition que j'ai faite, je ne suis pas le premier et loin d'être le seul, j'ai dit au fond une première manière très simple de rendre notre constitution plus démocratique, ce serait de réformer le Sénat, bon, qui en a bien besoin. Ouais. Le mode de désignation du Sénat, bon, on sait tous les biais qu'il a. 70 ans de Ve République, 3 ans durant lesquels le Sénat a été à gauche. Bon, je pense que ça suffit à dire le problème qu'il y a dans l'élection des sénateurs qui survalorise totalement le vote des petites communes qui par tradition en France votent plutôt à droite. Bon, donc là on a quelque chose qui est verrouillé. Quitte à déverrouiller le vote du Sénat, moi j'ai proposé, comme beaucoup d'autres, un Sénat citoyen tiré au sort. Ouais. Et en gardant les mêmes équilibres institutionnels, c'est-à-dire une Chambre qui vote les lois de la même manière que l'Assemblée nationale, qui peut voir l'Assemblée nationale lui opposer son dernier mot, parce que moi aussi, au fond, comme toi, je reste attaché à l'élection. Je pense que ça n'est pas rien. Je pense même que l'élection a, c'est les derniers travaux de Bernard Manin, l'élection a cette vertu de créer du débat contradictoire. Ouais. Et je pense que ça n'est pas rien. C'est-à-dire qu'une société démocratique qui ne reposerait que sur le tirage au sort, c'est une société où le débat ne serait finalement que réinterné dans des petites arènes. Absolument. Alors que l'élection, c'est au moins le moment où on s'engueule toutes et tous autour de la table. Et ça n'est pas rien de s'engueuler avec ses parents, ses amis, sa compagne, ou son compagnon. Et donc, moi, je reste attaché comme toi aux élections, mais je pense que quand on a été élu, il y a par les citoyennes et les citoyens, il y a une légitimité très forte. Ouais. Et donc, que l'Assemblée nationale élue préémine sur un Sénat citoyen tiré au sort, ça ne me dérangerait pas, mais qu'au moins, on est un Sénat citoyen qui vote exactement les lois de la même manière que le font les sénateurs aujourd'hui, avec les mêmes prérogatives. Et le tirage au sort, parce que tu parlais tout à l'heure de ce dispositif qui, alors, effectivement, peut lui aussi paraître étonnant, une assemblée populaire au sens économique du terme, avec des catégories populaires ou prolétaires, comme le dit le rappeur Kerry James. Bon, une assemblée citoyenne tirée au sort, si le tirage au sort fonctionne à peu près de la bonne manière, ce qui est déjà un gros si, normalement, elle représente à peu près la structure sociologique de la société. Ouais. Et donc, normalement, de toute façon, les moins riches, ils sont majoritaires. Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose qui t'enthousiasme? Est-ce que tu penses que ça pourrait être un début de solution? Oui. Disons les choses très clairement. Tout en considérant comme toi que l'Assemblée élue doit avoir le dernier mot, parce que justement, il y a un élément de structuration du débat et de structuration de la société qui est beaucoup plus fort qu'une assemblée tirée au sort, sur laquelle les citoyens auraient très peu de prise. Hein, on dit toujours c'est une question de responsabilité, de mise en responsabilité. Cette question, elle est difficilement soluble, hein, cette question de la mise en responsabilité. Tu sais qu'à Athènes, il y a des citoyens tirés au sort qui accédaient à des charges assez importantes, mais ils pouvaient être poursuivis à la fin. Hein, et ils passaient devant les tribunaux. Donc, c'est ce qui fait dire aux historiens de l'Athènes démocratique que beaucoup hésitaient avant d'être tirés au sort, parce que ce n'était pas forcément une situation confortable. Non, mais tu as tout à fait raison. Il faut regarder un petit peu les avantages et les inconvénients du tirage au sort. Parmi les avantages, tu l'as dit, la plus grande représentativité sociale. Alors, même si la situation s'est un peu améliorée depuis 2022, avec l'arrivée, alors ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, hein, d'anciens ouvriers ou ouvrières à l'Assemblée ou employés. Bon, il n'est pas normal que notre Assemblée ne représente pas parmi ses membres 40 ou 50% de la population, hein, les ouvriers et les employés de la population active. C'est pas normal. Il y a forcément un biais sociologique qui intervient. De ce point de vue-là, une assemblée tirée au sort rectifierait les choses. Une assemblée tirée au sort, on peut l'espérer, et ce serait difficile à mettre en œuvre concrètement, parce que après le diable est dans les détails, mais ne serait pas sous l'emprise du court terme, ne serait pas forcément sous l'emprise des intérêts économiques et financiers
différencier. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pour moi très, très important. Et c'est une assemblée qui devrait, de toute façon, s'appuyer nécessairement sur une expertise de manière beaucoup plus claire que les élus. On n'est pas du tout sûr que nos élus soient correctement informés pour faire leur choix, que leur choix ne soit pas biaisé par une information qui est biaisée, parce que le poids des groupes d'intérêt, le poids des lobbies sur les assemblées est quand même assez fort et assez considérable. C'est une assemblée qui, dans l'idéal, devrait elle-même être articulée avec des dispositifs de consultation citoyenne. Il y a un exemple en ce moment qui est pas très connu en France, commence à faire parler de lui à l'échelle internationale, en Belgique, dans la communauté germanophone de Belgique. Donc c'est une des entités belges, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont mis en place ce que tu préconises, c'est-à-dire une troisième chambre tirée au sort. Ils ne sont pas allés jusqu'à supprimer la deuxième, mais une troisième chambre tirée au sort qui décide de mettre en débat avec des conventions citoyennes, des questions. Alors elle met à l'agenda de conventions citoyennes. Ce n'est pas elle-même qui prépare des lois ou qui propose des choses, mais elle met en débat, et c'est donc un dispositif participatif qui fait émerger des propositions de loi. On pourrait imaginer que dans ton schéma ou dans la perspective d'une chambre tirée au sort, il y ait des propositions de loi qui émergent. C'est une assemblée qui voterait la loi, mais qui pourrait être aussi à l'initiative de la loi. On peut imaginer, alors pour moi ça c'est très important, on peut imaginer de coupler cette démocratie délibérative avec le référendum ou avec l'initiative citoyenne. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais dans les voies de réforme, le tirage au sort, oui. Alors, je ne parle pas de toutes les limites du tirage au sort, parce qu'il y a plein de limites. Alors, lesquelles ? Plein de limites. Grosso modo, que devient le citoyen dans cette affaire ? C'est-à-dire qu'il n'a même pas été à l'origine du choix des personnes. C'est quelque chose qui lui échappe totalement. Et il faudrait rendre le processus de tirage au sort extrêmement transparent, pour qu'ils n'entretiennent pas un doute sur la manière dont... Parce que nous, au début, à la Convention citoyenne pour le climat, on est confronté à un grand doute. En plus, Daniel Cohn-Bendit avait été, le numéro de téléphone avait été tiré au hasard. Bon, et donc du coup, tout le monde avait dit bon voilà, c'est bien la preuve que tout ça est truqué. Mais il faudrait être con pour choisir ça. Donc c'était au contraire pour moi la preuve de notre bonne foi, c'est que même Daniel Cohn-Bendit a été tiré au sort. Mais donc il faudrait, parce que ça, d'un certain point de vue, ce sentiment qu'on peut avoir d'une certaine maîtrise sur la sélection des personnes. En plus, la question que tu poses, qui n'est pas du tout indifférente, de la manière dont cette assemblée va se structurer au plan de l'opinion. C'est-à-dire, par exemple, si les citoyens tirés au sort ne se réclament pas de partis politiques ou de forces politiques, ça devient un jeu très très aléatoire, c'est-à-dire dont on ne peut pas anticiper finalement les comportements. Ça devient complètement illisible. Donc à la fin, sauf à ce que les citoyens soient à l'écoute des délibérations pour comprendre d'où viennent les positions des uns et des autres, c'est quelque chose qui place une opacité très forte sur le processus politique. Et ça, c'est pas du tout bon, me semble-t-il, pour une démocratie. Donc, ça ne peut être, d'un certain point de vue, qu'un adjuvant, c'est-à-dire qu'une sorte de complément à la démocratie représentative électorale. Et pour moi, la perspective d'un remplacement de nos assemblées élues par les assemblées tirées au sort n'est pas pensable, n'est pas acceptable. Mais venons-en à la voie de l'initiative citoyenne, venons-en à la voie référendaire. Concrètement, parce qu'on a eu un débat là-dessus en France au moment des Gilets jaunes, le RIP, le référendum d'initiative populaire. Qui est une arnaque, parce qu'il est impossible à enclencher, même sur des questions absolument centrales et relativement consensuelles. On l'a vu sur le 3e aéroport, on l'a vu sur la réforme des retraites. Les seuils sont tellement exigeants, 10% du corps électoral, ça veut dire il faut recueillir par la pétition maintenant 4 800 000 signatures. Là, c'est très compliqué. Là, tu parles du référendum d'initiative partagée qui est déjà dans notre Constitution. Je pensais que tu
tu parlais de ça. Ouais, j'ai confondu les deux acronymes. Et le RIC. Alors, moi, je suis un défenseur du RIC. Le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée qui est déjà dans la Constitution. Mais qui est fait pour ne pas être utilisé. Absolument. Qui a été... Donc, effectivement, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, dont on a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes. Toi, tu l'as défendu, je crois même que tu as rédigé une forme de... Le RIC délibératif, avec un groupe de travail. À quoi ça pourrait ressembler? En quoi c'est une possibilité intéressante? Il suffit d'être moins content de nous et moins arrogant et de regarder la manière dont la Suisse fonctionne. C'est-à-dire très clairement, la Suisse, alors elle ne pratique pas le RIC au sens où les Gilets jaunes l'avaient demandé, c'est-à-dire un RIC qui est une fonction révocatoire, constitutionnelle, de censure des lois et d'initiative de la loi. C'était une sorte de couteau suisse qui devait tout faire. Bon, non, les Suisses, ils pratiquent deux types d'initiatives citoyennes pour la Constitution et pour la loi, et ils ont des seuils relativement bas de déclenchement, de signature, ça c'est un point relativement important. Ils font ça 4 fois par an. 4 fois par an, à l'échelle municipale, à l'échelle cantonale, à l'échelle fédérale, on est amené à voter sur des tas de projets, ce qui donne une réalité à la souveraineté du peuple. Ça donne une réalité, c'est-à-dire que ces propositions elles viennent pas forcément de citoyens ordinaires qui décident du jour au lendemain d'écrire une signature, mais c'est des associations, c'est les partis politiques eux-mêmes. L'extrême droite l'a utilisé, donc c'est un processus ouvert et c'est quelque chose qui donne une réalité à la démocratie. Là, il y a une vraie démocratie en Suisse. La preuve, c'est que la Suisse a organisé à elle seule autant de référendums que tous les autres pays du monde dans l'histoire. Donc, il y a une vraie démocratie suisse et ça a des effets considérables sur le système politique. C'est-à-dire que ça oblige, en amont, pour ne pas risquer de provoquer une initiative citoyenne, ça oblige les partis politiques à se demander ce que les citoyens veulent. Donc la Suisse, on revient à ta première question, sommes-nous en démocratie? Je t'ai répondu, dès lors que c'est un idéal, il n'y a aucun pays qui est véritablement en démocratie, c'est une des manières. Mais la Suisse en est moins loin que les autres, d'un certain point de vue. Et elle pratique un autre mode de pouvoir qui est assez fascinant, c'est l'exécutif collégial. Il y a 7 conseillers exécutifs, il n'y a pas un seul Premier ministre ou un seul président de la République, tous les partis politiques sont représentés, ils sont obligés de s'entendre. Et pour moi, alors tu vas me dire, c'est l'éloge du consensus mou, hein, on n'aime pas le consensus en France, mais moi, je préfère le consensus à la brutalité du 49-3. La Suisse, c'est un cas intéressant parce qu'effectivement, dès lors qu'on parle du référendum d'initiative citoyenne et de l'usage beaucoup plus général du référendum, la question suisse apparaît. Et en même temps, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la Suisse est moins loin de l'idéal démocratique que la France, et c'est assez clair. En même temps, la Suisse offre presque, non pas un contre-argument, mais des éléments d'interrogation sur cette direction. Il y a eu ce fameux référendum suisse dans un canton, il me semble que c'est le canton de Berne, qui avait, ma mémoire peut me trahir, qui avait amené à l'interdiction des minarets. Non, c'était même à l'échelle fédérale. C'est même à l'échelle fédérale, qui est une décision qu'on peut à minima qualifier de xénophobe, peut-être, ou d'islamophobe, peut-être pourrait-on aller plus loin. Donc, est-ce que ça, par exemple, cet exemple-là, c'est quelque chose qui, pour toi, crée de l'hésitation, de se dire, finalement, ou est-ce que c'est une manière de dire, non, si le peuple le veut, le peuple l'a, point. La démocratie, c'est quand même un risque, hein, et on peut pas en présumer toujours des résultats, des produits. C'est un risque qu'il faut, dans une certaine mesure, accepter, dans un cadre contrôlé. Alors les Suisses, quand on leur parle des minarets, en fait, cette décision n'a jamais été appliquée après. Alors c'est une autre forme de déni démocratique. Elle s'est enlisée. Mais personne ne dit qu'en Suisse, très récemment, il y a quelques semaines, on a augmenté le niveau des pensions.
Au moment où la réforme des retraites en France se faisait, personne n'a dit que, alors que l'extrême droite avait demandé la suppression du financement public, de l'audiovisuel public, les Suisses avaient voté non. Les Suisses ont voté pour un plafonnement des salaires dans les entreprises, pour que le patron ne gagne pas plus de 8 fois ce que gagnaient ses salariés. Bon, je me trompe peut-être sur les niveaux, mais voilà, grosso modo, regardons quand même. Regardons un petit peu le tableau dans son ensemble. Non, la démocratie, c'est quand même un acte de foi. C'est toujours, et c'est un risque qui peut s'avérer terrible. C'est ce qui m'inquiète dans la situation où, voilà, les électeurs choisiraient de sortir de la démocratie. En pleine conviction, et à un moment où, d'un certain point de vue, les gardiens, les institutions gardiennes de cette démocratie ou des libertés sont très affaiblis. Là, ça devient extrêmement compliqué. Aux États-Unis, très clairement, si les électeurs décident d'élire Trump, ils savent qu'ils élisent quelqu'un qui souhaite se débarrasser de tout ce qui le gêne. Donc ils le font en conviction. Et toute la question, à ce moment-là, devient celle, puisqu'on ne peut pas invalider le vote, on ne peut pas empêcher que ce vote ait lieu, remettons toute notre confiance dans les juges, dans les médias, dans les municipalités. C'est-à-dire que, bon voilà, la démocratie ne se limite pas non plus à un seul gouvernement. Alors ça, c'est... Pour revenir juste un instant sur le référendum, parce que c'est un point, selon moi, qui est fondamental. À titre personnel, j'ai quelques croyances qui guident, moi, ce que je veux croire de la démocratie. J'ai la croyance que le débat public permet d'éclairer la décision des citoyens. Je veux croire cela. Je crois pas du tout à un référendum, je crois pas du tout à la démocratie du sondage. Je pense pas, parce qu'on aurait aujourd'hui les moyens techniques d'interroger les gens tous les 4 matins sur absolument tout. Il suffit de faire un vote électronique et puis bon, on sait faire, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas du tout en cela parce que je ne crois pas qu'enregistrer les préjugés des citoyens ou leur opinion, ce soit ça la démocratie. Je crois que la démocratie, c'est enregistrer le jugement des citoyennes et des citoyens qui s'est forgé à l'aune d'un débat public éclairé. Absolument. Moi, derrière, l'idéal qui est le mien, mais dont je ne me suis jamais caché, c'est l'idéal de Jürgen Habermas. Je veux croire que le débat permet de faire triompher la force non violente du meilleur argument. Je sais que c'est un idéal régulateur, là encore, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais je veux croire, moi, que le débat public permet de mieux informer les citoyennes et les citoyens. Et en France, j'ai le sentiment que ce qui s'est passé autour du traité constitutionnel européen, la Constitution européenne, avait eu quelque chose de cet ordre-là, que les citoyennes et les citoyens s'étaient emparés de ce texte et avaient réussi à le décrypter alors qu'il était d'une grande complexité. Absolument. Et quand je crois en tout cela, je suis immédiatement contredit à l'intérieur de moi-même par l'expérience du référendum britannique sur le Brexit. Parce que, alors, que les Britanniques aient réellement souhaité le Brexit, peut-être, mais ce que l'on voit, c'est que le débat public sur le Brexit a été un débat public façonné de mensonges. Bon. Le mensonge de Boris Johnson et des Brexiteurs sur les 350 millions de livres par semaine que la Grande-Bretagne verserait à l'Union européenne, au NHS, oui c'est ça, verserait à l'Union européenne. Et donc les Brexiteurs qui ont répété matin, midi et soir partout, en cédant par ailleurs des outils de diffusion de l'opinion sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui ont répété matin, midi et soir, si vous votez Leave, 350 millions de livres que nous envoyons par semaine à l'UE, nous allons pouvoir les envoyer au système de santé britannique. C'était un mensonge, c'était faux, c'était erroné, tout le monde le savait, c'était un mensonge qui avait été façonné pour être perçu, en tout cas pour être presque dénoncé comme mensonge, c'est-à-dire qu'ils auraient pu choisir un chiffre qui était moins exubérant. L'argument d'ailleurs existe, c'est-à-dire que de toute façon, le solde britannique était négatif, c'est-à-dire la Grande-Bretagne donnait plus à l'UE qu'elle ne recevait, comme la France d'ailleurs. Donc l'argument, il existe, mais ils l'ont volontairement exagéré pour créer du débat, pour que le chiffre soit dénoncé, parce qu'ils savaient que le fait que le chiffre soit dénoncé, ça allait en faire parler. Bref, c'est un mensonge qui a été forgé pour être perçu, en fait, pour être dénoncé par une partie du champ politique comme un mensonge, et qui a finalement réussi à s'imposer, et c'est notamment ce chiffre-là qui a emporté le vote Leave. Et moi, quand je vois ça,
je ne peux pas m'empêcher de dire, et si j'avais tort? Et si faire reposer une partie de notre souveraineté sur le référendum dans un débat public dont on voit qu'il peut à ce point être manipulé par les techniques modernes de communication, est-ce que ça n'est pas un acte de foi qui est un acte de folie? Oui, non, effectivement, on ne peut pas ne pas se poser cette question à propos du référendum. C'est pour ça que quand on avait fait cette proposition de référendum d'initiative citoyenne délibératif, on avait introduit à la fois des éléments sur le financement de l'information de la campagne, c'est-à-dire avoir l'assurance alors c'est très compliqué, hein, mais d'un certain équilibre dans la visibilité des arguments. Alors, la mise en œuvre est compliquée, mais ça ne règle pas le problème qui serait celle de la mauvaise foi de certains de ceux qui construisent l'opinion. Nous, on avait introduit un élément qui me paraît assez intéressant et qu'on avait emprunté à un État américain qui s'appelle l'État de l'Oregon, et où il y a beaucoup de référendums, comme pas mal d'États de l'Ouest des États-Unis depuis le début du XXe siècle. Et en fait, on avait prévu qu'une convention... un jury de citoyens tiré au sort se mettent en place, comme ça se fait en Oregon, et c'est complètement institutionnalisé, pour étudier la question, étudier les arguments pour et contre, et pour produire un document d'information destiné à tous les citoyens, mais qui implique réellement une analyse objective des enjeux du vote. Et il semblerait, il y a pas mal de travaux qui enquêtent sur cette expérience, ça s'appelle l'Oregon Citizen Review Council, c'est dans la législation de l'État de l'Oregon, et il semblerait que les citoyens électeurs qui n'ont pas participé à ce jury fassent beaucoup plus confiance à ce document d'information qui a été rédigé par un groupe de citoyens tirés au sort, donc avec des points de vue différents, avec des grilles d'analyse différents, que le reste de l'information politique, et en particulier aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as tout à fait raison, l'initiative citoyenne et le référendum est totalement biaisé par l'argent. En Californie, la capacité que peuvent avoir certaines opinions à inonder la télévision de propagande fait que, je me souviens d'une enquête, il y a une dizaine d'années, d'une initiative citoyenne, il y a une dizaine d'années, sur l'étiquetage des produits, sur la composition des produits, un équivalent du Nutri-Score. Au début de la campagne, les 2/3 des Californiens sont pour. Les grosses boîtes de l'agroalimentaire ont inondé le truc et le résultat s'est complètement inversé dans les urnes. Et donc oui, ça laisse rêveur, oui, ça amène à s'interroger sur la réglementation de la campagne et de l'information politique. Oui, c'est absolument évident. Je monte en généralité par rapport à ce dont on est en train de discuter, je te pose une question qui est une crainte en réalité. Quand on voit aujourd'hui où l'on en est dans les techniques de communication contemporaine. Ouais. Je parle pas simplement de la rhétorique, pour le coup, qui a évolué, dont on pourrait discuter, mais en fait, de tout ce qui rend l'évolution de la rhétorique possible. En fait, c'est ça la question clé. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il existe des bulles de filtre, le fait que les réseaux sociaux soient algorithmés, que certaines positions puissent être invisibilisées sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme les défavorise. Algorithme qui est lui-même décidé par des individus. Elon Musk est en droit, est en possibilité, et sans doute le fait, de décider l'algorithme de Twitter et ce qu'il valorise comme point de vue et ce qu'il défavorise. Bon. Donc le fait qu'aujourd'hui, on ait des bulles de filtre, qu'on ne soit exposé qu'à une partie de l'information, que certains points de vue soient totalement invisibilisés sur les réseaux sociaux ou puissent être en situation de l'être. Quand on voit aujourd'hui la puissance du marketing digital ciblé, le fait que, et j'en reviens, c'est l'une des leçons du Brexit, le fait qu'aujourd'hui, un groupe politique, un parti politique, un mouvement politique qui a suffisamment d'argent, de moyens, de ressources et d'assez bons experts peut rédiger une communication politique qui soit ciblée pour te convaincre, toi, Loïc Blondiau, me convaincre moi, Clément Viktorovitch. Et c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Bon. J'en viens à me poser la question suivante. Une démocratie davantage démocratique, elle suppose, tu l'as dit d'ailleurs, elle suppose une forme d'égalité dans les moyens dont nous disposons. Et tu as parlé d'une forme d'égalité dans les moyens économiques. Est-ce que, en fait,
la boîte de Pandore n'a pas déjà été ouverte et on n'a pas déjà perdu le match? Est-ce qu'aujourd'hui, l'inéquité, le déséquilibre absolu dans les moyens de communication, le fait que nous soyons seuls avec notre petit cerveau, éventuellement quelques outils de décryptage, quelques livres que nous avons lus, un peu de capacité en rhétorique, en statistique, bref, on fait ce qu'on peut pour mettre à distance, avoir un esprit critique à notre échelle individuelle. Mais en face de nous, il y a des algorithmes, il y a des agences de conseil, il y a des plateformes, il y a du design des applications. Est-ce que, en fait, on n'a pas déjà perdu? Est-ce que le débat public n'est pas déjà structurellement biaisé? Disons que c'est mal parti. Alors, j'ai deux réponses qui inviteraient à un peu plus d'optimisme. Alors, d'abord, moi, quand je te parle de convention citoyenne, c'est bien évidemment parce que j'ai aussi en tête cette idée moi, je suis comme toi, j'adhère à la vision d'une démocratie délibérative, dans laquelle la légitimité de la décision repose sur le fait qu'elle a été débattue, construite collectivement par l'ensemble des citoyens qu'elle concerne. Pour moi, ça, c'est la définition de la démocratie à laquelle je suis le plus attaché. Il y en a plein, mais bon, celle-là, j'y crois énormément. Et donc, la Convention citoyenne pour le climat, tu as cité Habermas, c'est justement la création des conditions de discours et d'échanges et de délibération dans laquelle il est possible que la force du meilleur argument, la force sans force du meilleur argument s'impose. Et pour avoir observé beaucoup d'expériences de ce type-là, je me rends compte, à la condition d'être très vigilant sur la manière dont les débats sont animés, facilités, à condition d'être très vigilant sur les détails. Le diable est dans les détails. Je crois qu'on peut échapper à tout ce que tu décris, des dérives liées à la non-régulation de cet espace public médiatique et des réseaux sociaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que toi-même, quelque part, tu es l'exemple de la possibilité, à la fois dans et en dehors du système médiatique, de voir émerger des paroles qui ne sont pas financées ou promues par des intérêts. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système qui, tout en étant fortement cadenassé et instrumentalisé par ces forces-là, laisse des brèches, laisse ouvertes des brèches. Bon, reportons-nous dans les années 60, quand l'ORTF, la télévision française, avec une chaîne unique, était utilisée comme la voix de la France par Georges Pompidou, c'était pas beaucoup mieux. Là, pour le coup, les brèches, elles étaient pas très nombreuses. Là, je suis raison, mais méfions-nous des réseaux sociaux au-delà du raisonnable, parce que parmi les autres effets pervers de ces réseaux sociaux, alors je ne veux pas porter de discours moralisateur, mais leur capacité presque à l'infini à capter notre attention, bien sûr, à divertir notre attention de l'essentiel, c'est-à-dire de nos propres vies, et en particulier de la politique. Pour moi, ça, c'est évidemment un des obstacles majeurs à la transformation démocratique. Donc, non seulement ils nous disent comment il faut penser, mais ce à quoi il faut penser aussi, et ils nous disent souvent, et ils font en sorte que nous ne pensions plus. Moi, quand je vois... J'en parle souvent avec mes étudiants. Je suis un vieux professeur de sciences politiques. Normalement, je devrais être le plus immunisé contre les bulles dans lesquelles vous enferment, les bulles d'attention, les bulles... et moi-même, je suis pris quelquefois dans des spirales de réseaux sociaux où je finis par regarder des trucs de chiens, de chats, etc., ou de bébés. Bon, mais c'est quand même dément qu'ils arrivent avec cette puissance-là à nous divertir de l'essentiel. C'est incroyable. En fait, quand je t'écoute dans cette deuxième partie de discussion, je suis frappé par quelque chose, c'est que on a longtemps cru, et peut-être quelque part le croyons-nous encore, que l'une des solutions démocratiques passerait au moins en partie par la technologie, ou du moins par la capacité que nous avons aujourd'hui de nous parler chacun avec tous. Et au fond,
Et bon, ce serait encore tout un autre volet de discussion que nous pourrions avoir, mais moi, les réseaux sociaux, je suis évidemment très critique à leur égard par plein d'aspects. Je crois aussi qu'ils ont contribué d'une certaine façon déjà à un approfondissement de la démocratie, quelque part, malgré toutes les critiques qu'on peut porter à leur égard. Qu'est-ce que les Gilets jaunes, sinon à l'origine la voix de 2-3 citoyens, Priscilla Ludowski, quelques autres qui parfois ont tourné très à droite tout de même, mais peu importe. Qu'est-ce que les Gilets jaunes, sinon le fait que quelques citoyennes et citoyens isolés, qui normalement n'auraient eu d'autre choix que de râler au bar, et qui là râlent certes, mais sur Twitter, mais râlent d'une manière qui a résonné avec le vécu de millions de leurs compatriotes, et ça crée les Gilets jaunes. Et donc ça, c'est bien la preuve que, et tu le disais très bien tout à l'heure, les médias traditionnels auparavant faisaient office de gardiens de la porte, de gatekeeper, et si tu n'avais pas, comme j'ai pu l'avoir moi, comme tu l'as évidemment toi, mais si tu n'avais pas une forme de légitimité extérieure, voilà, j'ai ma carte, je suis docteur en sciences politiques, vous pouvez m'ouvrir vos portes, sinon tu étais silencié par les médias. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à minima aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer. Et on a pu avoir l'impression à un moment donné que la solution démocratique passerait par les moyens de communication, les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de démocratie liquide, on a beaucoup imaginé des plateformes, on s'est dit qu'on allait pouvoir tous et toutes voter sur absolument tout. Mais quand je t'entends parler, et quand je prends en compte toutes les limites que l'on a évoquées, c'est-à-dire la puissance des médias, le fait que on n'a fait que l'effleurer, mais le fait que des empires médiatiques entiers soient au service d'une idéologie qui soit de plus en plus claire. Bon, les bulles de filtre, les techniques de communication, tout ce dont on vient de parler, quand on voit cela, je suis marqué par le fait qu'en fait, les expériences démocratiques enthousiasmantes dont on parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? C'est des conventions citoyennes. 500 personnes ou 300 personnes qui se rassemblent dans une pièce et qui se parlent. C'est des villages d'horizontalité où tout d'un coup les gens co-construisent ensemble. C'est les ronds-points des Gilets jaunes, où tout d'un coup, les gens, pas sur Internet, pas avec des plateformes, ils se sont rassemblés ensemble, ils ont discuté et ils se sont rendus compte que leurs souffrances, leurs humiliations, leurs difficultés, leur frustration du quotidien, en fait, c'était pas les leurs, c'était celles de tout le monde. Et tout d'un coup, de leurs difficultés personnelles, ils ont fait du commun, c'est-à-dire de la politique. Et en fait, on a pu avoir ce fantasme d'une démocratie délibérative ou participative qui allait se penser de manière globale. Bien sûr. Boum, ça c'est la démocratie participative, emparez-vous-en. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de redécouvrir que ce qu'il faut, c'est se parler, se mettre dans la même pièce, échanger de visu. Moi, je suis très frappé par... Alors, c'est encore un autre débat, mais... En ce moment, je suis au théâtre, donc c'est quelque chose que je découvre. Et je suis très frappé par cela, le fait de rencontrer, comme ça, tous les soirs, 150 citoyens, citoyennes, parfois davantage. Et puis on se parle là, dans la même pièce, et sans être divertis. Les gens ne sortent pas leur téléphone, et là, tout d'un coup, il y a des réflexions qui résonnent à un autre niveau. Des prises de conscience qui sont possibles, parce que tout d'un coup, on partage une même parole dans un même lieu. Et au fond, je me demande si est-ce qu'on n'est pas en train littéralement de réinventer la roue, c'est-à-dire de réinventer l'agora athénienne, nonobstant toutes les critiques qu'on peut porter et que les historiens portent bien sûr à la dite démocratie athénienne. Mais au fond, est-ce que ce fantasme de l'ecclésia, un endroit où les citoyennes et les citoyens s'assoient et parlent entre eux, physiquement ils sont là, est-ce que c'est pas ça l'horizon crédible et l'horizon atteignable de la démocratie participative? En t'écoutant, je me disais, bon, moi, avec la manière dont la société se transforme, avec tous ces phénomènes, avec ces formes de régression des libertés, je devrais être beaucoup plus désespéré que je ne le suis. Alors si je ne le suis pas, c'est parce que j'ai la chance, du fait de mes terrains de recherche, d'observer, d'accompagner, d'animer quelquefois des expériences démocratiques qui correspondent exactement à ce que tu dis et qui sont incroyablement rassurantes sur nos capacités finalement à revivre et à faire émerger d'autres formes de coopération, d'autres formes d'échange. C'est incroyablement émouvant de regarder une convention citoyenne ou d'observer une expérience in situ. On voit des gens qui se révèlent à eux-mêmes, qui finissent par se comprendre, par s'accepter, s'aimer, c'est beaucoup dire, mais par vivre ensemble. Et à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire quand on recrée les conditions
expérimentale, parce que c'est de l'expérience, c'est pas de l'expérience de laboratoire, mais où la démocratie redevient une expérience réelle, c'est d'une puissance infinie. Alors, et c'est ce qui me fait dire, bon, moi j'ai pas mal de collègues qui ont, d'un certain point de vue, fait leur deuil, ou en tout cas de gens qui essayent de penser ou de transformer la démocratie, qui ont fait leur deuil de ce qui se jouait à l'échelle nationale ou à ces échelles, en se disant on va refaire la démocratie par le local. Par ces petits groupes de personnes qui se rencontrent, échangent, coopèrent, imaginent, inventent, prennent en charge du vivant, prennent en charge des communs. Par exemple, les expériences les plus enthousiasmantes, là je sors de 2 expériences majeures dont on n'a pas parlé, mais qui essayent de faire naître une démocratie du vivant, une assemblée populaire du Rhône où des citoyens suisses et français, riverains du Rhône, reprennent conscience à la fois de l'existence du fleuve et essaye d'imaginer une manière de le protéger, d'en organiser le gardiennage, des micro-parlements du vivant, bon, etc. Tout ça, ça me passionne. En même temps, et j'y crois, mais je suis sûr même qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Mais évidemment, je ne peux pas ne pas en même temps constater la dégradation de la situation à l'échelle nationale, constater les obstacles. Par exemple, ces expériences de listes citoyennes qui sont arrivées au pouvoir dans des villes petites, un peu plus grandes en 2020, il y en a pas mal, qui essayent de transformer les choses. Elles se heurtent à quoi? Elles se heurtent aux préfets. Elles se heurtent aux intercommunalités qui leur disent « bon, vous arrêtez un petit peu cette récréation ». Il y a une infinité de difficultés, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'arrêter. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde les choses un peu mourir comme ça? Non, moi je me sens un devoir d'aider ceux qui essayent de faire en sorte que le pire n'advienne pas, mais qui essayent aussi d'inventer un autre monde. Voilà. La possibilité peut-être d'inventer un autre monde, des expériences qui montrent que peut-être c'est possible, sans être évidemment jamais certain. Est-ce que quelque part ça n'est pas une lueur au fond dans cette actualité qui parfois peut être sombre et ténébreuse? Merci beaucoup. Merci à toi Clément, j'espère qu'on n'a pas été trop confus. Voilà, c'est un peu... bon, j'espère. Merci pour cet entretien. C'était le premier épisode de Lueur, ici au Théâtre du Chêne Noir, dans le cadre du Festival Frames. Et puis, espérons-le également, nous nous retrouverons très vite, très bientôt, pour un nouvel épisode. À bientôt, merci beaucoup.